Bonjour à toutes et tous, je suis Olivier Bachelet, je suis magistrat et enseignant en droit pénal et en procédure pénale depuis plus de 25 ans maintenant, en particulier à l'attention des candidats à l'examen d'entrée au Centre régional de formation à la profession d'avocat. L'objet de cette vidéo sera d'évoquer quelques brefs éléments de correction de l'épreuve de consultation juridique qui a été proposée en procédure pénale aux candidats à l'examen d'entrée au CRFPA au titre de l'année 2025. La consultation juridique qui a été proposée cette année-là est une consultation juridique très classique qui correspond aux autres sujets qui ont pu être donnés les années précédentes et qui ne pose pas de difficultés majeures, sous réserve évidemment de disposer de bonnes connaissanses en procédure pénale. L'énoncé de cette consultation juridique est librement consultable sur le site de la prépa ISP, mais aussi sur le site du Conseil national des barreaux. Je vous invite donc à aller chercher cet énoncé si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous ne l'avez pas déjà lu. Je ne vais pas ici, étant donné le peu de temps qui m'est imparti, je ne vais pas ici perdre du temps dans la lecture fastidieuse de cet énoncé. Avant d'évoquer brièvement donc les éléments de correction, quelques rappels d'ordre méthodologique à appliquer pour la résolution de cette consultation juridique 2025 en procédure pénale. D'abord, en tout premier lieu, vous rappelez que la résolution d'une consultation juridique ne passe pas par une introduction qui consiste à synthétiser les faits relatés dans l'énoncé. Ne procédez pas de la sorte parce que vous allez perdre du temps et vraisemblablement des points. Parce que, évidemment, le temps que vous consacrerez à quelque chose qui est inutile, c'est du temps que vous ne consacrerez pas à des questions qui, elles, font l'objet d'un barème. Et donc, vous risquez de perdre des points. Outre le fait que cela peut agacer le correcteur d'avoir un candidat aussi scolaire que celui qui décide de faire une synthèse préalable des faits, alors qu'évidemment, le correcteur connaît l'énoncé, il l'a lu avec la grille de notation qui lui a été adressée par le concepteur du sujet. Ça ne sert donc strictement à rien de reprendre les faits en guise d'introduction. Votre introduction, évidemment, elle ne doit pas être inexistante. Vous devez avoir une introduction, mais cette introduction, elle est brève. Elle consiste simplement à annoncer l'ordre global de vos développements, à annoncer votre plan. Cela ne veut évidemment pas dire que les faits sont d'une importance résiduelle dans la résolution de la consultation juridique. Évidemment que les faits sont au cœur de votre devoir, mais précisément, ils sont au cœur de votre devoir. Ils ne doivent pas être évoqués en introduction, ça n'a pas de sens. En revanche, au fur et à mesure de vos développements, vous allez effectivement reprendre les faits au soutien de vos syllogismes juridiques, au soutien de votre raisonnement juridique. Deuxième observation méthodologique absolument capitale, c'est cette règle essentielle qui consiste à avoir une copie structurée. Vous devez en effet avoir des développements construits, structurés au moyen d'un plan apparent. Cela signifie que vous devez nécessairement, au début de votre épreuve, même si celle-ci est brève, 2 heures pour l'épreuve de procédure, même si cette épreuve est brève, vous devez impérativement vous réserver du temps au début de l'épreuve pour construire, organiser l'ordre de vos développements. Euh, Vous pouvez parfois constater le jour de l'épreuve qu'un certain nombre de candidats, par bille en tête, après avoir lu très sommairement l'énoncé, commencent immédiatement à rédiger leur copie. Vous pouvez penser que ceux-là sont extrêmement efficaces et qu'ils auront à coup sûr leur épreuve. Mais c'est faux. En réalité, ceux-là vont systématiquement aboutir
parce qu'ils n'auront pas véritablement structuré leur développement. Ils vont raisonner au fil de la plume, emprunter différentes voies sans avoir vérifié au préalable s'il s'agissait de la voie appropriée et nécessairement arriver à une impasse. Il vous faut impérativement réserver 15, grand maximum 20 minutes sur 2 heures, préparer votre copie pour structurer vos développements. Cela veut dire qu'il faut évidemment prendre une connaissance approfondie de votre énoncé. Il ne faut pas lire sommairement l'énoncé et se dire je vais commencer à rédiger et j'entrerai dans le détail de l'énoncé au fur et à mesure de mon développement. Non, vous devez lire une première fois votre énoncé, sans rien dans les mains, juste une lecture rapide pour voir de quoi il retourne, pour voir grosso modo quelles sont les parties du programme à mobiliser pour résoudre cette consultation juridique. Et puis ensuite, vous procédez à une deuxième lecture, cette fois avec un surligneur ou avec un stylo, pour souligner ou surligner les points saillants de l'énoncé, notamment tout ce qui est question de date, parce que les dates ont une incidence en termes de régime procédural. Souligner également ou surligner les termes techniques employés dans l'énoncé qui vous permettent de qualifier un acte, le terme géolocalisation en l'espèce, le terme interrogatoire de première comparution, par exemple. Tout cela doit vous permettre de rendre bien visible ce qui est essentiel dans l'énoncé et doit donner lieu à, un développement structuré. Et puis, une fois que vous avez procédé à cette deuxième lecture, vous pouvez prendre un brouillon et reprendre l'énoncé une troisième fois pour commencer, pour avancer et au bout du compte, aboutir à la structuration de votre copie, qui, doit évidemment obéir à ce qui est attendu en procédure pénale. Alors, précisément, s'agissant de ce qui est attendu en procédure pénale, c'est la troisième observation méthodologique. Il est certain que votre raisonnement doit être logique et respecter le cahier des charges en procédure pénale, respecter le raisonnement que tout juriste et tout praticien a en procédure pénale, qui consiste notamment à toujours se poser la question du cadre juridique dans lequel on se situe avant d'envisager la régularité des actes entrepris. En effet, en procédure pénale, comme dans n'importe quelle matière de procédure, la démarche est chronologique. Et la régularité d'un acte ne sera pas vérifiée selon les mêmes conditions si l'on est dans la phase décisoire de la procédure pénale ou dans la phase préparatoire de la procédure pénale. Par exemple, un témoignage devant un tribunal correctionnel obéit à des règles différentes. On est alors dans la phase décisoire de la procédure pénale, puisqu'on est devant la juridiction de jugement, obéit à des règles différentes, ce témoignage, que le témoignage qui intervient dans le cadre d'une enquête de police ou dans le cadre de l'information judiciaire, c'est-à-dire dans la phase préparatoire de la procédure pénale. Identiquement, lorsque, et c'est très généralement le cas s'agissant des consultations juridiques en procédure pénale, lorsque les faits vous amènent à traiter des actes entrepris dans la phase préparatoire de la procédure pénale, eh bien, vous devez vous interroger sur le fait de savoir, suis-je dans la phase juridictionnelle de mise en état du dossier pénal, dans la phase préparatoire juridictionnel, c'est-à-dire l'information judiciaire sous l'autorité du juge d'instruction et sous le contrôle de la chambre de l'instruction, ou bien suis-je dans la phase d'enquête de police? Là aussi, les règles diffèrent entre les enquêtes de police d'une part et l'information judiciaire. Et à l'intérieur des enquêtes de police, il y a même des règles différentes selon que l'on se situe dans le cadre d'une enquête préliminaire ou dans le cadre d'une enquête de flagrance. Donc, avant de commencer bille en tête à traiter de la régularité des actes d'investigation tels qu'ils vous sont énoncés dans les faits relatés,
vous devez impérativement, au préalable, déterminer dans quel cadre juridique vous vous situez. Et puis, au-delà de cela, au-delà de ce qui est attendu, en termes de structuration générale de vos développements, il faut aussi avoir en tête que la vérification de la régularité d'un acte d'investigation passe par la vérification d'un certain nombre de conditions qui sont d'une part des conditions de fond et qui tiennent d'abord à la possibilité de mener cet acte d'investigation, c'est-à-dire vérifier la légalité de l'acte en question. Est-ce que, au regard des faits relatés, il était possible pour les enquêteurs de recourir à une garde à vue, de recourir à une perquisition ou que sais-je? Et puis, toujours au titre des conditions de fond, il ne suffit pas de vérifier que l'acte est prévu par la loi, encore faut-il vérifier que cet acte est nécessaire et proportionné, qu'il est utile in concreto au regard des faits à la manifestation de la vérité. Parce que, évidemment, lorsque l'autorité publique décide, par exemple, d'un acte intrusif dans le droit au respect de la vie privée, d'une perquisition, il ne suffit pas de dire c'est prévu par la loi, il faut aussi expliquer en quoi cette perquisition est utile à la manifestation de la vérité. Donc, vérifier, s'agissant de tout acte dont on s'assure de la régularité, vérifier les conditions de fond et puis vérifier ensuite les conditions de forme en prenant garde à ne pas prendre prétexte de votre consultation juridique, ne pas prendre prétexte de votre énoncé pour réciter votre cours. Ça, c'est le défaut, c'est l'écueil dans lequel beaucoup de candidats tombent. Beaucoup de candidats pensent que la résolution d'une consultation juridique passe par la récitation de cours, mais c'est totalement faux. Hein, la consultation juridique, elle est là pour vérifier que le candidat, eh bien, il a déjà une démarche de praticien. Vous voulez être avocat, vous voulez être praticien du droit, eh bien, vous devez déjà démontrer que vous adoptez cette démarche-là du praticien du droit, qui évidemment ne récite pas son cours. L'avocat qui plaide une nullité, il plaide uniquement la nullité, il ne récite pas son cours, il n'énumère pas toutes les conditions de forme d'un acte d'investigation. Il va uniquement sur ce qui pose difficulté au regard de son dossier. Eh bien, vous, c'est ce qui est attendu. Au titre des conditions de forme, on n'attend pas de vous, par exemple en matière de garde à vue, que vous énumériez tous les droits, toutes les garanties qui sont conférées à la personne gardée à vue. Ce qu'on attend de vous, c'est que euh, développiez les points qui posent difficulté à la lecture de l'énoncé, le reste étant supposé satisfait. Si rien n'est dit dans l'énoncé, par exemple, sur le droit à l'intervention d'un avocat en garde à vue, eh bien, vous ne dites rien. Si la difficulté majeure, en l'espèce, réside dans l'information faite au procureur, vous développez cette question relative à l'information faite au procureur, mais vous ne récitez pas ensuite les différents droits dont dispose la personne gardée à vue, le droit à l'intervention d'un avocat, le droit à un médecin ou que sais-je. C'est parfaitement inutile. Ça donne l'impression d'avoir un candidat extrêmement scolaire qui récite son cours et non pas déjà quelqu'un qui a la capacité de devenir un praticien du droit, de devenir un avocat. Et puis voilà, ça agace le correcteur et vous-même, ça vous fait perdre du temps sur ce qui va véritablement vous garantir des points s'agissant des questions posées. Réciter son cours, c'est perdre du temps et par voie de conséquence, c'est risquer de perdre des points. Voilà pour ces considérations générales méthodologiques sur l'épreuve de consultation juridique qu'il fallait impérativement mettre en œuvre pour cette épreuve de procédure pénale 2025. S'agissant de l'épreuve à proprement parler, nous étions en présence d'un énoncé qui se terminait par une phrase finale posant un certain nombre de questions. Cette phrase finale pouvait donner lieu à un traitement à l'intérieur de votre devoir en deux temps. En effet, il y a d'une part la question relative à la régularité des actes d'investigation énumérés dans cette dernière phrase de l'énoncé, et puis il y a d'autre part la question hein, de la possibilité pour Vincent, d'une part, de soulever des nullités
et d'autre part de contester sa détention provisoire. L'on pouvait donc distinguer deux grandes parties et les annoncer en guise d'introduction. Une première partie concernant la régularité de la géolocalisation, des gardes à vue et des interrogatoires de première comparution, et puis une seconde partie concernant les voies procédurales ouvertes à Vincent, d'une part pour soulever des nullités, d'autre part pour contester sa détention provisoire. En premier lieu, donc, la régularité de la géolocalisation des gardes à vue et des interrogatoires de première comparution. Euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait, avant d'entrer dans le détail de la régularité de ces actes, il fallait nécessairement déterminer le cadre juridique dans lequel vous vous situez. Donc, ne pas tout de suite aller sur la régularité de la mesure de géolocalisation, mais d'abord se poser la question du cadre juridique et mentionner que nous sommes dans le cadre de la phase préparatoire de la procédure pénale, on n'est pas dans la phase décisoire de jugement, on est dans la phase préparatoire de la procédure pénale et initialement, au début des faits relatés, en février 2025, nous sommes dans le cadre d'une enquête de police, sachant qu'il y aura effectivement ouverture d'une information judiciaire, mais plus tard, à compter du 3 mars 2025. En revanche, s'agissant des actes d'investigation réalisés antérieurement, nous sommes dans le cadre d'une enquête de police dont il faudra dire qu'elle est initialement préliminaire, parce que initialement on n'a que des éléments de soupçon à l'égard de nos trois protagonistes. Il n'y a pas encore les conditions de la flagrance réunies. On est dans le cadre d'une enquête préliminaire initialement, dont on rappellera qu'elle n'est pas en principe coercitive, elle ne permet pas l'emploi de la force pour la récolte des preuves. Et puis, la lecture de l'énoncé, s'agissant des faits de règlement de compte survenus les 26 et 27 février 2025, on pourra considérer qu'on a alors basculé dans le cadre d'une enquête de flagrance, parce que les faits de règlement de compte, en réalité, correspondent à des faits de nature criminelle, des assassinats, qui permettent de considérer que les trois conditions de la flagrance sont réunies: conditions de gravité, crime ou délit puni d'emprisonnement, conditions d'objectivité. Les règlements de compte sont constatés très rapidement par les forces de l'ordre, hein, au regard de la gravité des faits commis, et constatés de manière objective par elles-mêmes, généralement ces opérations de règlement de compte ayant lieu sur la voie publique, de sorte que, au-delà de la condition de gravité, les conditions d'objectivité et de temps de la flagrance sont réunies. Mais au-delà de cela, au regard de l'énoncé également, il fallait souligner l'applicabilité de la procédure dérogatoire propre à la criminalité et à la délinquance organisée. En effet, l'énoncé mentionne que les investigations premières portent sur des faits de trafic de stupéfiants. Or, l'article 706-73 du Code de procédure pénale prévoit effectivement qu'en matière de trafic de stupéfiants, la procédure dérogatoire propre à la criminalité et à la délinquance organisée est applicable, et ce, même s'il n'y a pas bande organisée. Vous irez lire le troisièmement de l'article 706-73 et vous constaterez que sont visés les délits de trafic de stupéfiants sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une bande organisée pour permettre le recours à la procédure dérogatoire. Ce préalable posé, le cadre juridique des actes entrepris posé, vous pouviez ensuite, évidemment, rentrer dans le détail de la régularité de ces différents actes entrepris en prenant garde à ne pas perdre du temps sur des actes qui ne sont pas visés dans la dernière phrase de l'énoncé. Euh, les candidats sont allés chercher la régularité de l'interpellation, ont traité la régularité de l'interpellation des trois protagonistes, Baptiste, Vincent et Frédéric. Euh,
mais la question n'avait pas à être traitée, puisque l'énoncé mentionne très clairement qu'il revient au candidat de vérifier la régularité de la géolocalisation des mesures de garde à vue et des interrogatoires de première comparution. Donc, ne perdez pas du temps à vérifier la régularité d'actes qui ne sont pas au barème. Allez uniquement sur ces actes d'investigation-là. Pour ce qui concerne la régularité de la mesure de géolocalisation, je ne vais pas rentrer dans le détail de la résolution de cette consultation juridique. Je n'en ai pas le temps dans le cadre de cette vidéo, sachant que la correction totale et en détail de cette consultation juridique est réservée aux élèves inscrits au sein de la prépa ISP. Cette correction durant environ 1 heure et demie. Dans le cadre qui m'est imposé une trentaine de minutes, je ne peux pas rentrer dans le détail, je ne peux donner que des axes directeurs. S'agissant donc de la mesure de géolocalisation, il fallait d'abord souligner que l'on était en présence d'une géolocalisation dynamique, également appelée géolocalisation en temps réel, et non pas une géolocalisation statique qui intervient après coup. La géolocalisation dynamique consiste à installer un dispositif, consiste notamment à installer un dispositif qui va permettre de suivre l'objet sur lequel ce dispositif a été installé en temps réel dans ses déplacements. C'est ce qui résulte de l'énoncé, puisqu'il est mentionné que les enquêteurs vont installer une balise GPS sur le véhicule. Il fallait, par voie de conséquence, faire application des dispositions des articles 230-32 et suivants du Code de procédure pénale concernant la géolocalisation dynamique, en vérifiant les conditions de fond, c'est-à-dire la possibilité de recourir à la géolocalisation dynamique au regard des faits relatés, ce qui ne pose pas de difficulté, hein, puisque la géolocalisation dynamique est possible dès lors que les investigations portent sur un crime ou un délit puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement, ce qui est le cas en matière d'une part de trafic de stupéfiants, qui sont des faits faisant encourir 10 ans d'emprisonnement, ce qui est le cas également en matière de règlement de compte s'agissant de l'assassinat qui survient plus tard, à la fin du mois de février. Mais en toute hypothèse, le trafic de stupéfiants en lui-même permet déjà l'installation de la balise. Conditions de fond, d'une part, et puis les conditions de forme, concernant en particulier l'autorisation préalable du parquet, en soulignant la durée de cette mesure de géolocalisation dynamique qui, par application des articles 230 -33 et suivant a nécessairement dû donner lieu à une autorisation de prolongation au-delà de la décision initiale du parquet, une décision de prolongation donnée par le juge des libertés et de la détention. Et puis, il était aussi attendu sur la question de la géolocalisation dynamique, des développements concernant la jurisprudence européenne, en particulier la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui souligne l'atteinte grave au droit au respect de la vie privée, puisqu'il y a effectivement accès à des données de localisation, de sorte que, selon la Cour de Luxembourg, il faut que l'accès à ces données de localisation soit préalablement autorisé par un magistrat ou une autorité indépendante. Ce qui a mené la Cour de Luxembourg à affirmer qu'une mesure de géolocalisation ne peut pas être décidée par un magistrat du parquet. Ce qui évidemment posait difficulté à la lecture de l'énoncé, puisqu'il nous est expliqué que la balise GPS est installée à la suite de l'autorisation du procureur de la République. Néanmoins, il fallait souligner qu'en réalité, cette jurisprudence européenne n'est pas applicable en l'espèce, parce que la Cour de cassation a jugé que cette jurisprudence européenne est applicable seulement au réseau de télécommunications, parce que cette jurisprudence européenne a été développée à propos de la directive dite e-privacy, qui encadre les ingérences dans les réseaux de télécommunications, qui encadrent notamment les ingérences dans les réseaux de télécommunications. Or,
L'installation d'une balise GPS n'impacte pas un réseau de télécommunications, de sorte que la jurisprudence européenne n'est pas applicable dans cette hypothèse. Il s'agit de l'arrêt de la Chambre criminelle du 27 février 2024, de sorte que l'autorisation donnée par le parquet pour les premiers 15 jours était tout à fait régulière, et ensuite une autorisation de prolongation décidée par le juge des libertés et de la détention. Deuxième point, il fallait envisager la régularité des mesures de garde à vue. Pas de difficulté particulière s'agissant de la régularité de ces mesures de garde à vue. On procède comme d'habitude. Les conditions de fond, les conditions de forme. Conditions de fond, elles sont posées par l'article 62-2 du Code de procédure pénale. Une garde à vue ne peut être décidée que si les investigations portent sur un crime ou un délit puni d'emprisonnement. Il doit exister une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la personne gardée à vue d'avoir participé aux faits objet des investigations. Et puis, il faut que le recours à la mesure de garde à vue soit strictement nécessaire au regard de l'un des objectifs visés par l'article 62-2 du Code de procédure pénale. Il résulte de l'énoncé que ces trois conditions de fond sont réunis à l'endroit de Frédéric, de Vincent et de Baptiste, nos trois protagonistes. Et puis ensuite, envisager les conditions de forme. Ces conditions de forme dont je vous ai dit qu'il ne s'agit pas de réciter votre cours. Il s'agit uniquement de traiter ce qui est utile à la lecture de l'énoncé. Et que nous dit-on à propos de ces mesures de garde à vue? Pas grand-chose. On nous dit d'abord qu'elles vont s'arrêter au terme de la première période, donc les premières 24 heures, ce qui signifie que la durée de la garde à vue a été respectée. Et puis, on nous explique qu'il y a eu une notification régulière faite aux différents suspects, donc pas de difficulté à relever s'agissant de cette notification au suspect. En revanche, là où une difficulté apparaît de manière manifeste, c'est pour ce qui concerne la notification faite au parquet. En effet, l'article 63 du Code de procédure pénale prévoit que dès qu'une mesure de garde à vue est décidée par un officier de police judiciaire, eh bien, il doit avoir une information immédiate dans l'enquête auprès du parquet. Or, il résulte de l'énoncé que la garde à vue intervient à 9 heures, alors que l'information au parquet, elle, n'intervient qu'à 10h30. On est sur un hiatus temporel d'1 heure et demie. Si la Cour de cassation a pu admettre dans la pratique des retards structurels de 20-25 minutes, 1 heure et demie, c'est beaucoup trop long. On est là sur une irrégularité manifeste des mesures de garde à vue au regard de la tardivité de l'information faite au parquet, tardivité qui n'est pas justifiée par une quelconque circonstance insurmontable. Enfin, après la géolocalisation, après les gardes à vue, il fallait envisager la régularité des interrogatoires de première comparution, et là aussi, distinguer conditions de fond, conditions de forme. Sur les conditions de fond, rappeler que l'interrogatoire de première comparution ne concerne que la personne dont le juge d'instruction envisage la mise en examen, conformément à l'article 116 du Code de procédure pénale, ce qui signifie que le juge d'instruction, lorsqu'il décide de recourir à un interrogatoire de première comparution, eh bien, il doit déjà disposer d'éléments factuels suffisants pour mettre en examen l'intéressé. En effet, l'article 80-1 du Code de procédure pénale dispose que seules les personnes à l'encontre desquelles existent des indices graves ou concordants de participation aux faits, seules ces personnes-là peuvent être mises en examen. Condition de fond de l'interrogatoire de première comparution, c'est donc l'existence d'éléments tangibles permettant d'étayer une possible culpabilité de nos trois protagonistes qui font l'objet de ces interrogatoires de première comparution. Et puis, au-delà des conditions de fond, il fallait évoquer les conditions de forme, tout particulièrement s'agissant de l'intervention de l'avocat lors de l'interrogatoire de première comparution, puisque il résulte de l'article 116 du Code de procédure pénale que l'interrogatoire de la personne qui fait l'objet d'un interrogatoire de première comparution
le fait de lui poser des questions et d'avoir des réponses pour le juge d'instruction, cet interrogatoire ne peut avoir lieu que si l'intéressé a consenti à répondre aux questions en présence d'un avocat. L'acceptation de répondre aux questions, heu, ce qui paraît être le cas s'agissant, Frédéric et de Baptiste, hein. Il nous est dit dans l'énoncé qu'ils vont répondre aux questions, à la différence de Vincent. Le fait de répondre aux questions implique nécessairement l'intervention, la présence de, l'avocat au moment où il y a l'accord pour, répondre à ces, questions. Il fallait donc insister sur cette, condition, de forme et puis, au-delà de l'intervention de l'avocat, il fallait également faire état, de cette condition de forme spéciale qui existe en matière criminelle, ce qui est le cas s'agissant des règlements de compte qualifiables d'assassinat. En matière criminelle, les interrogatoires, qui ont lieu devant le juge d'instruction au cabinet du juge d'instruction doivent donner lieu à un enregistrement audiovisuel. Or, il résulte de l'énoncé que pour ce qui concerne Baptiste et Frédéric, cet enregistrement n'a pas eu lieu et il fallait évidemment s'interroger sur le fait de savoir si cette absence d'enregistrement constituait une cause de nullité de l'interrogatoire de première comparution. En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, tel n'est pas le cas lorsque le juge d'instruction se rend compte seulement à la fin de son interrogatoire que l'enregistrement n'a pas fonctionné. Il y a une cause de nullité si le juge d'instruction se rend compte pendant l'interrogatoire de l'absence d'enregistrement et qu'il ne réagit pas. En revanche, si on se rend compte seulement au terme de l'interrogatoire de l'absence d'enregistrement, il n'y a pas là une cause de nullité, c'est la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment un arrêt du 4 novembre 2010. Voilà rapidement, hein, brossé cette première partie s'agissant de la régularité de ces trois actes d'investigation. Dans la seconde partie, il convenait d'envisager des voies procédurales ouvertes à Vincent, en distinguant les possibilités pour Vincent de soulever des nullités et les possibilités pour Vincent de contester sa détention provisoire. Pour ce qui concerne la possibilité de soulever des nullités, eh bien, il fallait reprendre les trois actes d'investigation traités dans le grand 1. S'agissant d'abord de la géolocalisation dynamique, eh bien, il fallait rappeler que les règles qui encadrent la géolocalisation dynamique sont prescrites à peine de nullité, conformément aux dispositions des articles 230-32 et suivants du Code de procédure pénale et conformément à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation en matière de géolocalisation dynamique. Les irrégularités en la matière constituent des causes de nullité. La nullité est donc encourue, mais ça ne veut pas dire que la nullité sera nécessairement prononcée. Pour que la nullité soit au bout du compte prononcée, il faut réunir les trois conditions que l'on peut qualifier de fond des nullités qui résultent de la jurisprudence de la Cour de cassation et en particulier d'un arrêt du 7 septembre 2021. Ces trois conditions consistent dans l'intérêt à agir, la qualité à agir et le grief. Pour la mesure de géolocalisation dynamique, on pouvait souligner que Vincent avait un intérêt à agir, puisque la géolocalisation dynamique avait permis de le localiser sur le lieu des règlements de compte. Il a donc un intérêt à obtenir la nullité de l'opération de géolocalisation, puisque si la nullité est prononcée, cette preuve à charge sera retirée du dossier. En revanche, s'agissant de la qualité à agir, là, une difficulté apparaît. Parce que pour qu'il y ait qualité à agir, il faut que l'acte d'investigation ait euh, engagé les intérêts, les droits de la personne qui invoque la nullité. Or, il résulte de l'énoncé que la balise a été installée sur un véhicule volé, sur lequel Vincent n'a aucun droit. Et la Cour de cassation juge de manière constante que le mis en examen est irrecevable à invoquer la nullité d'une mesure de géolocalisation dynamique qui a porté sur un véhicule volé,
sur lequel le mis en examen ne dispose d'aucun droit. Par voie de conséquence, Vincent sera déclaré irrecevable dans son éventuelle requête en nullité concernant la géolocalisation dynamique. Pour ce qui concerne les mesures de garde à vue, eh bien, il fallait là aussi rappeler que traditionnellement, la Cour de cassation fait des irrégularités en matière de garde à vue des causes de nullité. Néanmoins, rappeler qu'encore une fois, ce n'est pas parce que la nullité est encourue qu'elle sera prononcée et qu'il faut vérifier la réunion des trois conditions de fond, intérêt, qualité, grief. S'agissant de l'intérêt à agir, Vincent a un évident intérêt à agir parce que la mesure de garde à vue a porté atteinte à sa liberté d'aller et de venir et qu'à cet égard, il a pu faire l'objet, si la nullité est prononcée, d'une détention arbitraire indemnisable. Il a donc un intérêt évident à agir. Sur la qualité à agir, il fallait rappeler que Vincent dispose d'une qualité à agir, mais uniquement pour la mesure de garde à vue dont il a été l'objet. En effet, la Cour de cassation rend une jurisprudence désormais constante qui consiste à dire que seule la personne qui a fait l'objet de la mesure de garde à vue contestée peut en invoquer la nullité. Les co-mises en examen ne peuvent pas invoquer la nullité de la garde à vue d'un autre mis en examen. Vincent pourra donc invoquer la nullité de sa garde à vue, mais il ne pourra pas invoquer l'éventuelle nullité de la garde à vue de Baptiste et de Frédéric. Il fallait rappeler cela pour ce qui concerne la qualité à agir. Et s'agissant du grief, il n'y avait pas de difficulté à souligner que le grief existait puisque la Cour de cassation, s'agissant de l'information faite au parquet, euh, juge de manière constante que tout retard non justifié par une circonstance insurmontable constitue, tout retard dans l'information du parquet, constitue une cause de nullité assimilée à une nullité d'ordre public, le grief étant présumé, ce qu'elle a encore récemment rappelé, la Chambre criminelle dans un arrêt du 6 mars 2024. Vincent a donc fait la possibilité d'invoquer la nullité de sa garde à vue et il a toutes les chances de voir cette garde à vue annulée. Néanmoins, il n'y aura que peu de conséquences quant à la nullité de cette garde à vue, puisque d'une part, il a gardé le silence pendant la garde à vue, de sorte qu'il n'a pas tenu de propos auto-incriminants, il n'y aura donc pas d'incidence probatoire quant à cette nullité, et puis d'autre part, il faut rappeler que, là aussi, de jurisprudence constante, la nullité d'une garde à vue n'entraîne pas la nullité de la présentation en justice de l'intéressé, notamment n'entraîne pas la nullité du déferment, comme a pu l'énoncer la Chambre criminelle dans un arrêt du 27 mai 2014, qui est transposable à l'hypothèse de, comme en l'espèce, de la présentation à l'issue de la garde à vue, de la présentation de l'intéressé à un juge d'instruction dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution aux fins de sa mise en examen. Donc, si Vincent peut effectivement obtenir la nullité de la mesure de garde à vue dont il a été l'objet, il n'y aura pas véritablement d'implication procédurale de cette nullité. Enfin, pour ce qui concerne les interrogatoires de première comparution, il fallait rappeler là aussi que les irrégularités affectant l'interrogatoire de première comparution sont prescrites à peine de nullité, font donc encourir la nullité, ce conformément à l'article 80-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Il fallait là aussi se poser la question de l'intérêt, de la qualité, du grief. S'agissant de l'intérêt à agir, évidemment que Vincent a un intérêt à invoquer la nullité de son interrogatoire de première comparution, puisque c'est cet interrogatoire qui va aboutir à sa mise en examen et permettre ensuite la saisine du juge des libertés et de la détention qui va le placer en détention provisoire. S'il obtient la nullité de l'interrogatoire de première comparution, Vincent, il ne sera plus mis en examen. Il sera donc simplement témoin assisté, de sorte que la détention provisoire dont il fait l'objet va tomber puisque seul le mis en examen peut faire l'objet d'une mesure de sûreté et non le témoin assisté. À cet égard, il a tout intérêt à agir. Baptiste a-t-il qualité à agir ensuite? Bien évidemment, il a qualité à agir pour son propre
interrogatoire de première comparution. Et l'on pourrait considérer que, s'agissant de, des interrogatoires de première comparution euh, des autres protagonistes, de Baptiste et de Frédéric, eh bien, comme pour la garde à vue, euh, Vincent n'a pas qualité à agir. Néanmoins, il fallait ici faire application de cette jurisprudence assez subtile de la Cour de cassation qui consiste à dire que lorsque la formalité méconnue euh, a pour objet de garantir l'authenticité des preuves récoltées, eh bien, toute partie à la procédure a qualité à invoquer sa méconnaissance. Or, ce qui pose difficulté s'agissant des interrogatoires de première comparution de Frédéric et de Baptiste, c'est l'absence d'enregistrement. Et l'enregistrement audiovisuel, il a pour objet de garantir l'authenticité des déclarations qui vont être ensuite transcrites en procédure. Par voie de conséquence, euh, il faut considérer que Vincent, qualité à agir, s'il invoque la nullité des interrogatoires de première comparution des co-mis en examen au motif de l'absence d'enregistrement audiovisuel. Si tel est le cas, alors il faut se poser la question du grief, et sur ce point, pas de difficulté, puisque la Cour de cassation juge habituellement que l'absence injustifiée d'enregistrement audiovisuel constitue une cause de nullité assimilée à une nullité d'ordre public, le grief étant présumé, voire notamment un arrêt du 11 avril 2018. Sous ce prisme, donc, Vincent pourrait invoquer la nullité des interrogatoires de première comparution, non seulement le sien, mais aussi ceux de Baptiste et de Frédéric. Mais en réalité, au regard de ce que l'on a dit dans le grand 1 à propos de la régularité au fond de l'interrogatoire de première comparution et des incidences de l'absence d'enregistrement, il est apparu que cette absence d'enregistrement n'est pas une cause de nullité, n'entraînera pas la chambre de l'instruction dans une décision de nullité, de sorte que si même Vincent peut invoquer cette nullité, au bout du compte, vouer l'échec au fond. Pour finir, il convenait d'évoquer les possibilités pour Vincent de contester sa détention provisoire. Il y avait deux voies à envisager. Une voie principale, celle de l'appel, et puis une voie subsidiaire qu'on évoquera très brièvement, la voie de la demande de mise en liberté. D'abord, la voie de l'appel, voie de l'appel qui portera essentiellement sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant décidé de son placement en détention provisoire. En effet, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de placement en détention provisoire peut faire l'objet d'un appel conformément à l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel devant être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la signification de la décision. Sur quoi va pouvoir porter cet appel? Eh bien, sur deux choses. D'abord, Vincent pourra contester l'opportunité du recours à la mesure de détention provisoire. Il pourra contester la nécessité, la proportionnalité de la mesure de détention provisoire sur le fondement de l'article 144 du Code de procédure pénale qui pose cette règle selon laquelle la détention provisoire doit être décidée en tant qu'ultime recours par rapport au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence sous surveillance électronique. Et puis, la détention provisoire, elle doit être l'ultime recours aux fins de satisfaire un certain nombre d'objectifs limitativement énumérés par l'article 144. Donc, un appel pourra d'abord être formé sur le terrain de l'opportunité, en quelque sorte, du recours à la détention provisoire. Et dans ce cas-là, Vincent, s'il est suffisamment diligent dans l'appel qu'il interjette, pourra demander à ce que son appel soit examiné en urgence selon la procédure de référé liberté prévue par les articles 187-1 et 187-2 du Code de procédure pénale. Et puis, l'autre voie de l'appel, l'autre possibilité de l'appel va porter sur la régularité du débat contradictoire tenu devant le juge des libertés et de la détention.
Alors, vous allez me dire, mais la régularité d'un acte, d'un débat, ici, cela relève de la requête en nullité. Oui, mais non, parce que il y a une règle en procédure pénale qui est énoncée par l'article 173, selon laquelle, lorsque l'acte dont on conteste la régularité peut faire l'objet d'un appel, eh bien, cette irrégularité ne peut être invoquée que dans le cadre d'un appel. Donc, la requête en nullité est à exclure lorsque l'acte dont on invoque l'irrégularité est susceptible d'un appel. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas lieu d'envisager la voie des nullités s'agissant des possibilités pour Vincent de contester sa détention provisoire. Il fallait se focaliser sur la voie de l'appel, souligner que la voie de l'appel pouvait d'abord porter sur l'opportunité du recours à la détention provisoire par application de l'article 144 du Code de procédure pénale, et puis ensuite porter sur la régularité même de la procédure ayant abouti à son placement en détention provisoire, parce qu'il résulte de l'énoncé que Vincent a été placé en détention provisoire sans avoir été assisté par un avocat devant le juge des libertés et de la détention. Or, l'article 145 alinéa 5 du Code de procédure pénale prévoit l'obligation d'assistance d'un avocat s'agissant d'une mise en examen présentée devant le juge des libertés et de la détention aux fins d'un placement en détention provisoire. Et il est évident que, d'une part, Vincent a alors intérêt à invoquer cette nullité, puisque, au bout du compte, il a été placé en détention provisoire, il a qualité à le faire, puisque c'est la régularité du débat dont il a été l'objet, au cours duquel il est intervenu, qui est en question, et il s'agit bien d'une irrégularité qui lui a causé grief, puisque la Cour de cassation juge traditionnellement que l'absence de l'avocat non justifiée par une circonstance insurmontable, ce qui est le cas, il n'y a pas de circonstance insurmontable visée dans l'énoncé, cause nécessairement grief. L'absence de l'avocat lors de ce débat cause nécessairement grief. C'est notamment un arrêt de la Chambre criminelle du 13 février 2019. Cette voie-là est une voie donc à favoriser, hein, à mettre en avant, s'agissant de la défense de Vincent, pour obtenir, au bout du compte, son élargissement, puisque l'annulation de l'interrogatoire de première comparution, pardon, l'annulation du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention entraînera la nullité de la décision de ce juge de l'ordonnance de placement en détention provisoire. Pour finir, très brièvement, autre possibilité pour Vincent d'obtenir sa mise en liberté, c'est la voie de la demande de mise en liberté que il fallait évoquer rapidement parce qu'en réalité, la demande de mise en liberté, ce n'est pas vraiment un mode de contestation de la détention provisoire. Le mode de contestation de la détention provisoire, c'est l'appel. La mise en liberté, c'est en réalité pas véritablement contester la détention provisoire, c'est dire au moment où la demande est formée, la détention provisoire qui jusque-là pouvait être considérée comme justifiée ne l'est plus. Donc c'est pas vraiment une contestation de la détention provisoire, c'est une demande de mise en liberté. Eh bien, Vincent pourra effectivement former à tout moment une demande de mise en liberté, conformément aux dispositions de l'article 148 du Code de procédure pénale. Je vous renvoie pour les règles respecter en la matière à la lecture de ce texte, étant rappelé que la demande se fait auprès du juge d'instruction qui, s'il n'y donne pas une réponse favorable, doit transmettre la demande au juge des libertés et de la détention. Et s'il ne statue pas dans un certain délai, eh bien, amènera l'intéressé à saisir la chambre de l'instruction qui, elle, devra alors statuer également dans un certain délai, faute de quoi Vincent sera remis en liberté. Voilà pour ces quelques éléments de correction concernant la consultation juridique de procédure pénale qui a été donnée en 2025 dans le cadre de l'examen d'entrée au CRFPA. Encore une fois, il s'agit là de très grandes lignes directrices, hein. Le détail de cette correction est réservé aux élèves inscrits au sein de la prépa ISP et j'espère que je vous y compterai cette année. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, bon courage dans la poursuite de vos apprentissages, dans la poursuite aussi de vos entraînements et je vous dis donc à très bientôt.